Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je reviens rapidement sur le test intermédiaire. J'essaie de vous expliquer rapidement les pièges à éviter et comme ça, vous allez mieux comprendre la note que vous avez obtenue. Alors, regardez-moi, je partage déjà l'écran et je commence par partager déjà une bonne nouvelle. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez une moyenne générale pour ce test de 14,74. Je suis très content parce que généralement, la moyenne est autour de 10 à 12 maximum. Et tant mieux. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, il y a une répartition qui me semble très, très logique. Là, il y a certains qui ont eu de 2, jusqu'à 19. On a une répartition très, 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 très logique. Avant, c'était plus ou moins ici, d'accord, dans cette zone. Là, c'est dans la dernière zone et tant mieux pour vous. Ça veut dire que vous avez bien compris, que vous avez bien préparé ce test et tant mieux. Alors maintenant, je reviens sur le détail des tests. Je ne peux pas corriger toutes les versions, mais par contre, j'essaie juste de me concentrer sur une seule version, sachant que c'est généralement les termes qui changent, les concepts qui changent, mais le principe de base, les formats du question, c'est généralement identique pour les différents sujets. Alors, pour la première question, là, on parle des besoins indépendants. Alors, rappelez-vous, quand on a parlé, là, quand on a commencé à introduire la méthode MRP2. Alors, si vous ne vous rappelez pas du tout, je vous invite à revenir à la séance 3, la partie 1, et là, plus particulièrement ici, quand on a parlé des besoins indépendants et dépendants. On a dit les besoins indépendants, c'est ce qui vient de l'extérieur, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler et généralement, c'est les commandes ou les prévisions de la demande. Contrairement aux besoins dépendants, là, je peux les gérer et je peux les calculer. Cette partie, je peux la prévoir parce que je ne peux pas la contrôler. J'essaie de faire des prévisions. Par contre, cette deuxième partie, je peux la calculer parce qu'elle dépend de moi, elle dépend de mes ressources. Allez, je reviens sur la question, vous allez voir, c'est très simple. Et du coup, les besoins dépendants sont quoi? Est-ce que c'est les commandes ou les prévisions des composants fabriqués en interne? C'est non. Des commandes ou des prévisions de matières premières? Pareil, c'est non. Et là, vous voyez, des commandes ou des prévisions des produits finis. Là, ce qui nous intéresse, c'est le terme produit fini ici. D'accord? Bien évidemment, si vous avez bien révisé, vous avez compris que la gamme de fabrication, ça n'a rien à voir dans ce contexte. Allez, je passe à la deuxième question. Hop, là, j'essaie de cocher ici. Ensuite, alors pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on avait? Là, on parle de l'article dans une nomenclature. Alors, rappelez-vous le terme article, ça aussi, on l'a abordé quand on a commencé à parler des données techniques. On a dit qu'il y a d'abord les articles et dans les articles, on peut tout mettre. D'accord? Ça peut être des produits finis, des matières premières, des produits qu'on achète, ainsi de suite. Allez, du coup, un article, il peut être où? Alors, dans une nomenclature. Et toujours au dernier niveau de la nomenclature. Dernier niveau de la nomenclature, généralement, c'est les produits achetés. C'est vrai, mais pas que. Parce que là, on utilise le terme toujours. Et toujours au niveau 0 de la nomenclature. Au niveau 0, on trouve toujours les produits finis. Et du coup, c'est faux. Peut être à différents niveaux de la nomenclature. Vous voyez, ça, c'est bon. Parce qu'un article, ça peut être le produit fini, ça peut être un composant qu'on fabrique en interne, ou ça peut être aussi un produit ou de la matière première ou un produit qu'on achète de l'extérieur. Et du coup, pour résumer, un article, il peut être à différents niveaux de la nomenclature. Là, c'est bon. Ensuite, la nomenclature d'un article comporte, là, bien évidemment, c'est uniquement la définition d'une nomenclature, toutes les opérations de l'article composé, toutes les phases de fabrication de l'article composé, tous les composants de l'article composé, aucune de ces réponses. Et là, du coup, attention, là, vous voyez, c'est vraiment dans le détail ce que je vous ai dit, attention. Là, on parle des opérations, c'est pas ça. Là, on parle des phases de fabrication, c'est pas ça. Par contre, là, la dernière, la C, elle me convient bien parce que tous les composants de l'article composé. Là, on a une réponse parce quoi? Parce que dans une nomenclature, on a toujours le composé qui est au niveau 0 ou les composés et dans les autres niveaux, on va trouver tous les composants qui vont rentrer dans la fabrication de ce composé. OK? Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on parle des dabawala et on l'a expliqué rapidement aussi la première séance quand je vous ai donné le devoir, d'accord? Et je vous ai fait une petite introduction rapide. On a dit c'est un système qui est très performant
Et on a parlé aussi le lien avec Six Sigma. Vous avez fait également les devoirs. Même si vous n'avez pas fait le devoir que je vous ai demandé, au moins si vous avez lu le premier support et le début du deuxième support, là, vous allez comprendre qu'en fait, que c'est un système très performant. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à réaliser une erreur sur 16 millions. Et là, on est vraiment à un niveau de service de 99,99, ainsi de suite. OK? Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Les délais de livraison sont, là, je parle toujours en termes généraux, plus longs avec quelle stratégie généralement? Si vous regardez dans le support de cours, quand on a fait et quand on a comparé le MTS, le MTO, le ATO, ainsi de suite, là, on a parlé des délais également. La fabrication à la commande, on doit attendre le temps qu'on fabrique et qu'on livre. D'accord? L'assemblage, on va attendre le temps qu'on assemble et qu'on livre. La fabrication sur stock, mais du coup, le produit est déjà dans le stock, on va attendre juste le délai de livraison. L'approvisionnement et la fabrication à la commande, là, on va attendre d'abord d'acheter la matière première, de fabriquer et de livrer. Et vous voyez, le dernier, c'est le plus long parce qu'il y a un délai déjà d'approvisionnement, de fabrication et de livraison. OK, là, on a tous les délais. Et du coup, en termes généraux, c'est la dernière réponse, approvisionnement et fabrication à la commande. Quand je dis dernière, c'est pour moi. Par vous, ça peut être la première, la deuxième, ainsi de suite. Il faut regarder le positionnement. Alors, troisième, là, on parle des ERP. Et là, j'ai beaucoup insisté pendant la deuxième séance. Je vous ai dit, attention, si je vous donne ce type de question. Un ERP est un système international avec toutes les spécificités nationales. Pourquoi? Alors là, vous voyez, déjà la réponse, c'est vrai, on exclut les deux, d'accord? Parce que même les petites entreprises peuvent l'utiliser. C'est pas parlant parce que nous, on cherche vraiment la dimension internationale. Et du coup, généralement, la dimension internationale, parce que généralement, on va la trouver dans un grand groupe. Pourquoi dans un grand groupe? Parce que un grand groupe, généralement, il est implémenté dans différents pays et il va utiliser différentes langues, il va utiliser différentes législations, ainsi de suite. OK? Attention, la réponse ici, c'est B. Et du coup, là, il ne faut surtout pas utiliser fou. OK, si on va regarder du cas par cas, peut-être qu'on va trouver un ERP qui n'est pas proposé. Bref, ça, c'est du détail. Là, je parle toujours, je vous ai dit, en termes généraux, on est toujours un ERP, c'est un système international avec toutes les spécificités nationales. Et vous pouvez revenir dans le cours, vous avez le détail. Je passe à la question suivante. Là, vous avez aussi le projet de mise en place ou d'implantation d'un ERP. On a dit attention, et j'ai beaucoup insisté également, j'ai dit attention, ce n'est pas de l'informatique. Si on part vraiment sur de l'informatique, c'est qu'on n'a rien compris. D'accord? Et du coup, la partie informatique, finalement, on dit qu'il y a très peu de l'informatique généralement dans un projet ERP. Alors attention, minimum 2 tiers, c'est faux, d'accord, pour la partie informatique. Presque un tiers, c'est faux. Presque 2 tiers. Et du coup, la seule réponse juste ici, c'est très peu du projet, d'accord. La partie informatique, elle représente très peu du projet de mise en place d'un ERP. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à revenir à la deuxième séance. Alors, une supply chain directe, là aussi, on l'a expliqué dès la première séance. On a expliqué les différents concepts de supply chain interne, direct, étendu d'un produit, d'une entreprise, ainsi de suite. Et du coup, la supply chain directe, pour faire très simple, c'est la supply chain qui va intégrer mon entreprise plus le premier niveau de clients, plus le premier niveau des fournisseurs. Et du coup, c'est quoi en fait? Là, uniquement les clients finaux et les fournisseurs, c'est faux. Uniquement, alors, du premier fournisseur au client final, ça c'est la définition de la supply chain étendue. On a dit aussi, on peut l'appeler extended supply chain. Uniquement nos clients directs et nos fournisseurs directs, c'est ça la bonne réponse. Uniquement les différents sites filiales de l'entreprise, notre entreprise, ça on parle de la supply chain interne. Ce n'est pas le cas ici. Toujours, si vous n'avez pas compris, revenez à la première séance, c'est l'introduction. Alors ensuite ici, c'est un exercice, on a fait exactement le même exercice, d'accord? Si vous ne l'avez pas compris, vous revenez juste sur
quand on a fait la nomenclature arborescente, on a fait un exercice, il est presque similaire. Là, j'ai compliqué un petit peu. Et du coup, si vous n'avez pas du tout compris, je vous invite à revenir, il y a une vidéo. On a dit la première étape, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord identifier les produits finis. Alors, les produits finis, c'est quoi la définition d'un produit fini? C'est un composé, généralement, qui ne devient jamais un composant. Et du coup, je regarde si P11, c'est un produit fini, mais du coup, je regarde dans le deuxième niveau, là où il est nulle part. Et du coup, là, je sais qu'il y a déjà un produit fini. P10, vous voyez, elle est là. Et du coup, ce n'est pas un produit fini. P9, elle est là. P6, elle est là. P5, elle est là. P4, je regarde. Et là, vous voyez, par exemple, P4, on ne l'a pas dans le deuxième niveau. Et du coup, c'est sûr, c'est un produit fini. Ensuite, P2, elle est quelque part. Oui, elle est là. Et du coup, là, on part avec deux produits finis. Après, vous partez dans n'importe quel sens, vous allez tomber toujours sur le même résultat. Bref, si vous voulez plus de détails, vous revenez à la vidéo où j'explique étape par étape comment on fait la nomenclature. Ça, c'est fait. Et ce que je vous ai dit, ça, c'est sur 3 points. Il ne faut pas que ça vous prenne plus de 15 minutes généralement. Alors, le fournisseur de rang 2 au niveau 2, là, on parle des niveaux. Quand on a dit la supply chain, on peut avoir plusieurs niveaux. On peut les classer en niveaux. Le premier niveau, on a dit, c'est les fournisseurs de rang 1, c'est mes fournisseurs directs. Les fournisseurs demi-fournisseurs, c'est les fournisseurs de rang 2. D'accord? Toujours revenez à la première séance. Et du coup, alors, les fournisseurs de rang 2, c'est les fournisseurs moins importants, c'est surtout pas ça. Le fournisseur de la matière première, je ne sais pas. Et du coup, c'est pas sûr que ce soit ça. De la classe B, c'est pas du tout le contexte de la classe B ici. Et du coup, c'est le fournisseur de notre fournisseur. Allez, suivant. La règle de plus bas niveau consiste en quoi? Je l'ai dit, je l'ai répété à plusieurs reprises. Il y a 3 choses dans la règle de plus bas niveau. Il y a d'abord que tous les produits finis soient au niveau 0. Il y a également la deuxième règle, c'est que tous les composants qui ne se décomposent pas, je les mets toujours au niveau le plus bas. D'accord? Entre parenthèses, c'est tout ce que j'achète, c'est de la matière première ou des composants que j'achète de l'extérieur. Et la troisième règle, c'est que tous les composants doivent être dans le même niveau, en fait. Un même composant, il faut absolument qu'il soit dans le même niveau. Il ne faut pas que ça soit dans 2 niveaux différents, sinon je le décale au niveau inférieur. Alors, et du coup, si vous avez compris cette définition, avoir tous les produits finis au niveau 0, ça c'est vrai. Avoir tous les articles fabriqués au niveau N le plus bas, ça c'est faux parce que là on parle de tous les articles qu'on fabrique, ils peuvent être au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3. Là, je ne peux pas contrôler tout ça. Avoir tous les composants par ordre croissant, c'est faux. Là, ça n'a rien à voir en fait. C'est vraiment une question hors contexte. Avoir toujours le même composant dans un seul niveau, là, oui, c'est ce que je viens de vous dire. Avoir tous les articles fabriqués au niveau 0. Là, on parle des articles fabriqués. Ce n'est pas au niveau 0, mais c'est surtout au niveau le plus bas, c'est le niveau 1. D'accord? Là, j'ai complété les 3, c'est bon, j'ai obtenu le point et je passe. Alors, là aussi, en plus, j'ai repris le même exemple que je vous ai expliqué dans le cours. La différence entre la gamme et la nomenclature. J'ai dit, est-ce que deux stabilos de la même marque, de la même forme, ils peuvent, sauf qu'en fait la couleur qui change, est-ce qu'ils peuvent avoir la même nomenclature? Rappelez-vous, on a fait un petit débat et là, on a conclu que c'est non. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir la même nomenclature malgré qu'ils ont le même format, mais du moment où il y a une couleur qui est différente, ben, du coup, ça sera deux nomenclatures qui sont différentes. Et pour la gamme, par contre, les deux, ils ont la même gamme, en fait, on les fabrique de la même manière. D'accord? Et là, du coup, pour conclure, deux produits différents ne peuvent pas avoir ni la même gamme, ni la même nomenclature. C'est pas ça. Deux produits différents peuvent avoir la même gamme, mais pas la même nomenclature. C'est exactement ce que je cherche.
Deux produits différents peuvent avoir la même nomenclature, mais pas la même gamme. Ça, j'ai inversé. Deux produits différents peuvent avoir la même gamme et la même nomenclature. Ça, c'est faux. Et là, on a donné le contre-exemple. OK? C'est bon, je passe. La supply chain est basée, et là aussi, j'ai expliqué pourquoi finalement on ne parle plus d'entreprise, on veut vraiment sortir de l'entreprise. Et c'est quoi la vision qu'on souhaite? On souhaite développer une vision horizontale, d'accord? Et du coup, alors, une vision verticale pour améliorer chaque fonction, c'est pas ça. Là, parce qu'il y a le terme vertical, c'est ce qu'on veut vraiment éviter et casser les murs pour avoir une vision horizontale. Une vision verticale, j'y vite, je ne lis même pas la suite. Une vision horizontale pour améliorer l'ensemble des processus. Et rappelez-vous aussi, on a dit la supply chain, elle est basée sur la notion de processus, pas la notion de fonction. D'accord? Et du coup, c'est celle-là qui est juste. Alors, je regarde juste la dernière. Une vision horizontale pour améliorer l'ensemble des fonctions. Vous voyez, il y a très peu de différence, sauf qu'ici, il y a le terme processus et là, il y a le terme fonction. Et du coup, attention, entre les deux, c'est le terme processus et c'est la réponse C. Ensuite, alors là, on revient encore sur un ERP. Alors, un ERP, on a dit c'est un système d'information qui regroupe qui regroupe le système de pilotage et le système opérant. Quand on a commencé à parler, la deuxième fonction, on a bien détaillé les ERP, on a dit dans une entreprise, on peut trouver trois différents systèmes. D'accord? Le système de décision, le système opérant, et entre les deux, il y a le système d'information. D'accord? Le système d'information est représenté par l'ERP. Et du coup, c'est pas ça. Le système opérant pour exécuter, c'est faux. Et le système de décision, non, c'est faux. Et le système d'information intermédiaire entre le système de pilotage et le système opérant, c'est exactement ce qu'on avait fait et ce qu'on a expliqué dans le cours. Si vous n'avez pas compris, il y a un schéma qui détaille tout ça dès le début de l'explication de l'ERP dans la deuxième séance. Alors, la principale différence entre les flux poussés et les flux tirés, là, vraiment, la principale différence. OK? Alors, rappelez-vous, on a dit les flux poussés, c'est quoi? Et les flux tirés, c'est quoi? On a dit, en fait, ils sont séparés par un point. C'est le point D, c'est le point de la prise en compte de la demande réelle. Tout ce que j'ai fait avant, ça sera de la planification ou la production avec du flux poussé. D'accord? Flux poussé par quoi? Flux poussé par les prévisions, par la production. Et à partir du point D, de la prise en compte de la demande réelle, on fait en flux tiré. Flux tiré par quoi? Par les commandes, par le client. À partir de cette définition, on essaie de trouver la bonne réponse. Les flux poussés sont basés sur des prévisions et les flux tirés sont basés sur les commandes. Est-ce que c'est vrai ou pas? Regardez, je reprends. Les flux poussés sont basés sur les prévisions et les flux tirés sont basés sur les commandes. A priori, c'est juste, sauf si on trouve mieux pour l'instant. Les flux poussés sont basés sur les commandes. Là, c'est faux. Et les flux tirés sont basés sur les prévisions. Là, j'ai inversé. Les flux poussés sont basés sur l'anticipation de la demande et les flux tirés sont basés sur la production. Là, c'est presque juste jusqu'ici. Là, c'est vrai que les flux poussés sont basés sur l'anticipation, d'accord, parce qu'on essaie de planifier, d'anticiper. Et les flux tirés, par contre, là, c'est ce qu'il faut, ne sont pas basés sur la production, sont basés sur les prévisions. OK? Et là, vous voyez la dernière, les flux poussés sont basés sur la demande réelle. C'est faux parce qu'en fait, c'est sur des prévisions, par anticipation, et les flux tirés sont basés sur les prévisions. Vous voyez, là, j'ai donné la bonne réponse, mais j'ai inversé. OK, du coup, là, on garde la première, les flux poussés sont basés sur les prévisions et les flux tirés sont basés sur les commandes ou le besoin réel. OK? Alors ensuite, la stratégie approvisionnement et fabrication à la commande. Est-ce que c'est en flux poussé, flux tiré? Et du coup, regardez, on fait de l'approvisionnement et on fabrique à la commande.
approvisionnement et fabrication à la commande. Est-ce que c'est du 50% en flux tiré, 50% en flux poussé? C'est faux parce que ça, c'est l'assemblage à la commande. Est-ce que c'est une stratégie 100% en flux poussé? Est-ce que c'est une stratégie à 100% en flux tiré? En flux tiré, si on n'attend pas du tout le client, on fait de la fabrication et la livraison sur stock. Là, on sera dans cette stratégie. Mais du moment où je ne fais rien du tout, j'attends dès que je reçois la commande de mes clients, je fais l'approvisionnement et la fabrication à la commande. Et du coup, on est à 100% en flux poussé. Je continue. Une usine qui fabrique la pâte utilisée par les industriels pour fabriquer du papier, d'accord? Peu importe le processus, là, je vous ai donné un peu plus de détails pour ceux qui souhaitent, ceux qui sont un petit peu curieux, qui souhaitent avoir le processus. Est-ce que c'est une stratégie qui est production par projet? Est-ce que c'est une stratégie qui est production discontinue ou par le renouvelable? Est-ce que c'est une production en flux continu? Est-ce que c'est une production unitaire? Alors là aussi, je vous invite, si vous n'avez pas compris, à revenir sur la partie cours où on détaille, on compare ces 4 stratégies de fabrication. Si vous avez bien compris cette partie cours, là, la réponse, c'est la production en flux continu. Pourquoi? Parce que toutes les usines, généralement, c'est comme du pétrole, c'est comme l'usine de sucre, c'est comme l'usine de l'acier. Ben, du coup, on fait, toute l'usine, en fait, elle est basée sur la fabrication d'une matière qui est la pâte, d'accord? Mais avec un grand volume. Toutes les installations sont adaptées à ce type de produit. Demain, je ne vais pas pouvoir changer et je vais mettre du sucre ou je vais fabriquer de l'huile, ainsi de suite. OK? Et du coup, là, il y a une seule réponse qui est possible. Et j'ai fait exprès de choisir un exemple où on n'a aucun doute. D'accord? Ensuite, alors, la classification ABC, elle permet de déterminer l'importance relative des éléments d'un ensemble. Alors, attention. Là, ce qui m'intéresse ici, c'est le terme importance. Vous vous rappelez, quand j'ai expliqué pendant le cours, je vous ai donné la vision du voleur et la vision de la fille qui s'est fait cambrioler sa chambre. Et du coup, on a deux visions qui sont complètement différentes. Et du coup, l'importance, la notion d'importance est forcément liée à un chiffre d'affaires? Non. L'importance est forcément liée à une quantité? Non. Ça peut être la quantité, ça peut être le chiffre d'affaires, d'accord? Alors, c'est le terme forcément ici qui gêne, d'accord? Forcément. La notion de l'importance n'a du sens que dans un contexte donné et relatif par rapport à un critère donné. Et vous voyez, là, c'est plus correct. On parle bien que finalement, l'importance, elle dépend du point de vue de celui qui va traiter la classification ABC. Et du coup, on peut avoir deux points de vue qui sont complètement différents. OK? Là, c'est la bonne réponse ici. La dernière, c'est quoi? La notion de l'importance est forcément liée à un volume. Et du coup, attention, ça, c'est un critère. Ça, c'est un critère. Ça, c'est un critère. Pour le même produit, pour la même entreprise, on peut appliquer le premier, le deuxième, le troisième critère. Et du coup, vous voyez, l'importance, ça dépend du point de vue et le critère qu'on a choisi. Allez, j'arrête ici pour cette question. Alors, le ratio RD signifie quoi? Alors, rappelez-vous, quand on a bien expliqué cette partie ABC, on a dit aussi, attention, il y a la méthode exacte. D'accord? Et la méthode exacte, c'est quoi? Elle consiste, on appelle aussi la méthode RD et qui signifie le ratio, pas de détermination, c'est le ratio de discrimination, dans le sens comment on va pouvoir discriminer un article par rapport à un autre, comment on va donner l'importance à un produit par rapport à un autre. OK? Ce n'est pas des déclarations, ce n'est pas des idées derviches. OK? Après, on va voir aussi un exemple ou une question où je vous demande de le calculer. Alors ensuite, XO rapide sur la classification. Oui, là, vous voyez, ça arrive directement. Peut-être ça peut arriver directement derrière cette question. Ça peut être au début, à la fin, bref. Là, je vous ai donné des références. Là, ils sont déjà classés. Et là, on a déjà tracé. Je vous dis juste, en fait, vous avez le segment ici AB. D'accord? Je ne sais pas si je peux vous faire des annotations. Vous voyez le segment A. Le A, il est là.
le B, il est là et le C, il est là. D'accord? Et je vous ai déjà mesuré tout ça. Et là, on a trouvé qu'il fait 8. D'accord? Et j'ai mesuré également le CB. D'accord? Il fait 4 virgules. Alors, qu'est-ce qui reste? Pour calculer le RD, en fait, on va revenir à la partie courte, c'est tout simplement CB sur AB. OK? Et ben, du coup, c'est quoi? C'est 6,4 divisé par 8. Attention, si vous n'avez pas les mêmes chiffres, ça peut être différent, mais du coup, il faut voir ce que vous avez eu dans l'examen. Et du coup, là, on est à combien? On est, je pense, à de mémoire, on est... alors, là, on est à 0,8. D'accord? Et du coup, là, je mets 0,8. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que je vais essayer quand même de trouver à partir d'ici. Alors, je vais quand même effacer tout ça pour que je puisse faire la suite. On retient juste le chiffre RD, d'accord, de 0,8. Regardez, maintenant, le RD 0,8, il est entre quoi et quoi? Regardez, il est dans la zone 3. Ça veut dire quoi? Je donne 20% à la classe A, 20% à la classe B et 60% à la classe C. Alors, du coup, je reviens ici. Rappelez-vous, j'ai dit 20, 20. Et du coup, 20, c'est ça. Deux articles. 20 encore, c'est ça. Et tout le reste, c'est là, c'est A, là, c'est B. Et là, c'est C. Désolé, j'écris mal, c'est la souris. Et du coup, alors, la référence 2, elle est de classe A, la référence 6, elle est de classe A, la référence 7, elle est de classe B, la référence 9, elle est de la classe B, et tout le reste, c'est de la classe C. Alors, et du coup, il vous reste juste à compléter ici dans les articles. Suivant, là, vous voyez, en fait, on a déjà fini tout le sujet avec explication comprise. OK? Si vous n'avez pas compris, je vous invite à aller dans la partie cours. Si vous n'avez pas compris encore, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit mail. Vous aurez les notes, comme ça, vous allez bien comprendre pourquoi vous avez 0. Et si vous avez 20, au moins, vous allez comprendre pourquoi vous avez 20. Bonne continuation.